Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour une heure d'échange et de débat autour de l'actualité. On va commencer par parler d'un autre Michel, Michel Barnier, au cœur du chaudron politique de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a fait son discours de politique générale mardi, au milieu du brouhaha et du chahut imposé par la gauche, et notamment la France insoumise. On reviendra sur la méthode Barnier, la façon dont il a mouché avec élégance ses opposants les plus bruyants, notamment Mathilde Panot, mais également l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Sur le fond, que retenir des idées qu'il a développées, de la politique qu'il compte mener à la tête du gouvernement français? Pouvoir d'achat, hausse du SMIC, maîtrise des déficits publics, avec à la clé une hausse des impôts, mais aussi sécurité, immigration. Que peut vraiment faire Michel Barnier? On va aussi s'intéresser, Michel, à la façon dont son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, crante l'opinion publique et fait face à une salve de critiques après ses déclarations dans le JDD sur l'état de droit qui serait selon lui ni intangible ni sacré. Question importante à vos yeux, qu'est-ce que l'état de droit? Une expression de la volonté populaire? Est-il supérieur à la démocratie? On va vous entendre là-dessus, Michel Onfray. Enfin, l'onde de choc après le meurtre de Philippine se poursuit avec de nombreux témoignages de femmes ou de proches de victimes qui ont été agressées par des migrants sous OQTF. En matière d'immigration, justement, peut-on faire cohabiter les deux notions de fermeté et d'humanité? Voici quelques-unes des pistes de réflexion pour aujourd'hui avec vous, Michel Onfray. Michel, on commence donc par Michel Barnier, qui était au cœur de l'attention. Vous l'avez suivi, j'imagine, sur nos antennes, dans le chaudron de l'Assemblée nationale, discours de politique générale. On a en mémoire certains qui étaient excellents. Sur le fond, d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur le fond. Il a promis écoute et respect. Honnêtement, Michel, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ces mots-là dans l'hémicycle. Écoutez-le, Michel Barnier, et je vous passe la parole. Écoute, respect à l'égard de toutes les forces politiques et de toutes les sensibilités politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je l'ai dit dès le premier jour, nous écouterons et nous respecterons chacune et chacun d'entre vous, même si ce respect n'est pas toujours réciproque. Et effectivement, à ce moment-là, il se tourne vers les bancs de la France insoumise, qui a fait un chahut indescriptible pendant tout son discours. Qu'est-ce qui vous surprend le plus, Michel Onfray? Ou peut-être, qu'est-ce qui ne vous surprend pas? Rien ne me surprend. C'est-à-dire qu'il était sur un fil, il n'a pas vraiment beaucoup de latitude politiquement. Il faut qu'il plaise à presque tout le monde, et qu'il ne déplaise pas à certains. On sent que Marine Le Pen est là embusquée avec son fusil à lunettes. Et donc, il s'en est bien sorti, mais ceci dit, il s'en est bien sorti au prix d'un filet d'eau tiède, quoi. Politiquement, c'est pas terrible. Donc, dans la mesure, enfin, vous savez, moi, c'est mon obsession, mais tant qu'on reste dans la configuration européenne, on peut pas faire autre chose que ça. C'est pas compliqué. Quand on a perdu notre souveraineté et que la souveraineté est à Bruxelles, on ne peut pas dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que globalement, quand vous dites, eh bien maintenant, je vais m'en donner les moyens, parce que là, il dit il faudrait, nous allons, etc. Bon, pourquoi pas. Mais il sait très bien, lui plus qu'un autre, qu'il a été commissaire européen, que globalement, à Bruxelles, on lui dira bon, tout ça est fort sympathique, vous avez réussi à faire une majorité, vous pilotez, vous essayez d'éviter les gouttes, mais vous n'en aurez pas la possibilité. Donc, moi, je n'attends rien de ce genre de discours, et je n'attendrai rien d'un discours de Marine Le Pen qui nous dit exactement la même chose. On ne sort pas de l'Europe, on ne sort pas de Schengen, etc. Donc, tant qu'on reste dans une configuration européenne, on ne peut rien faire. Mais écoute et respect, quand même, c'est pas mal. Alors, c'est déjà ça. C'est le vieux style. C'est le mien, d'une certaine manière. Mais c'est-à-dire, effectivement, écoutez, c'est bien, mais ça suffit pas. Donc, genre, je vous écoute, mais qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous entendez? Donc, si vous dites, je vous écoute, je vous ai entendu, au revoir, monsieur, mais maintenant, allez vous faire voir, c'est pas terrible. Il faut écouter, mais il faut prendre en considération ce qui est dit. C'est ce que faisait le général quand il disait, il faut faire de telle sorte qu'on puisse permettre à chacun d'être représenté. Chacun n'est pas représenté. Dans le gouvernement. Dans ce gouvernement. Ne serait-ce que, je peux le dire, mais le nouveau Front populaire. Où sont-ils? On voit bien que Bruno Retailleau, d'une certaine manière, il représente le Rassemblement national. Mais qui représente... Même s'il est de la famille traditionnelle de la droite républicaine. Bien sûr, hein, vous avez raison. Mais parce qu'il est d'un côté, il est du côté des républicains qui sont des républicains à l'ancienne, un peu néo-gaullistes, je dirais. Je ne dis pas gaullistes, mais enfin néo-gaullistes. C'est-à-dire qui n'ont pas sombré dans une espèce de centrisme, de giscardisme, enfin comme ça a pu être fait avec les différents présidents qui, Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, ont produit une espèce de néo-gaullisme
gaullisme, un peu loin du gaullisme. Mais il y a un style, il y a un ton, c'est ça qui est intéressant. Alors il écoute, d'accord, et il respecte, ça c'est sûr. Et ça c'est bien. Ça c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas toujours ça dans les rangs de l'Assemblée nationale. Tous les gens de la Savoie, je crois. Oui. Mais, oui. C'est une méthode. Et puis il le montre surtout. Il le montre. Et donc cette façon très ironique, très française, parce qu'elle est très voltairienne, c'est Voltaire. C'est ça. Et de remettre les gens à leur place. Oui. Alors justement, Michel, on va tout de suite écouter la réponse de Michel Barnier à Mathilde Panot, la présidente de la France Insoumise, qui avait pris la parole juste après lui et qui l'avait évidemment étrillé. Écoutez la méthode et le style Barnier. Oui. Madame la présidente Mathilde Panot, elle est là. Où est-ce que vous avez trouvé que je cherchais à vous faire peur? Ah bon, je suis rassuré. Voilà. J'ai quand même du mal, Madame la Présidente. Ça fait peut-être trop longtemps que je ne suis pas revenu dans cette Assemblée, depuis l'époque où, après, j'étais 15 ans député. Hein. Mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. J'ai du mal à... Enfin, j'ai du mal... J'arrive pas à comprendre la manière systématique dont vous attaquez personnellement le chef de l'État. Voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Je voudrais qu'on évite, Madame la Présidente Mathilde Panot, les caricatures. Voilà pour Michel Barnier, Michel Onfray. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Ça vous plaît? Oui, ce qui me plaît, c'est qu'il obtienne un joli sourire d'ailleurs, de Mathilde Panot. Mais je serai prof de philo encore en classe terminale. J'utiliserai ce morceau-là pour expliquer ce qu'est l'ironie voltairienne. Parce que c'est complètement ça. Quand il dit « je m'étonne », évidemment, il ne s'étonne pas. Et quand il dit « je ne comprends pas pourquoi », évidemment qu'il comprend bien pourquoi. C'est le principe de l'ironie. Jean Kelevitch avait écrit un très beau livre sur l'ironie où il nous disait finalement on table sur l'intelligence d'autrui en lui tenant un discours qui est l'opposé de celui qu'on devrait tenir, dans le genre « je ne m'étonne pas que ». Et là, c'est agressif. Quand vous dites « je ne m'étonne pas que vous soyez comme ça », etc., paf, c'est une balle dans la tête. Là, vous dites « mais je ne comprends pas pourquoi », etc. C'est l'ironie. Vous mettez à distance et vous obtenez le sourire de Mathilde Panot. Pas de Manuel Bompard, vous avez vu, il est plus robespierriste, on sent bien que ça ne marche pas. Mais il a fait ça avec tout le monde, sauf avec Marine Le Pen. Mais tout le monde y a eu droit. Alors, notamment Gabriel Attal, on va écouter la réponse de Michel Barnier à Gabriel Attal, là aussi, comme vous dites, c'est très voltairien. Et Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, c'est pas la peine de... Il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Hein. Donc je vous le dirai aussi à vous. Voilà. Monsieur Attal, vous avez raison. Monsieur le Premier ministre, vous avez raison de dire votre attachement aux libertés fondamentales. J'ai le même attachement que vous. Et nous ne ferons aucune complaisance et il n'y aura aucune complaisance à l'égard de la protection de ces libertés. Voilà. Voilà pour Michel Barnier face à Gabriel Attal, qui est un peu déconfit, il faut le dire à nos auditeurs. Non, c'est d'abord un fusil à deux coups, peut-être même une mitraillette, parce que le premier coup, c'est de la balle à blanc. C'est-à-dire, je serai très attentif. Et on voit même Attal qui applaudit dans le genre... il reconnaît mes mérites. Et je serai tellement attentif que d'ailleurs je me souviendrai que c'est vous qui êtes à l'origine d'un déficit qui, etc., etc. Et là, d'un seul coup, totalement déconfit, il a applaudi à son propre abattage. Un abattage symbolique, évidemment. Et par la suite, il s'en prend une petite salve comme ça continue, etc. Et je trouve ça très bien. Là encore, c'est Voltaire. Alors donc, ça ne me satisfait pas politiquement, comme vous vous en doutez, mais ça me satisfait sur le terrain, pour le coup voltairien, philosophique, ou dans l'esprit français. C'est-à-dire, on a ces espèces de petits... je cherche un mot qui soit... de petits macroniens, qui eux, n'ont pas un poil d'ironie, n'ont pas un poil d'humour, qui sont d'une grande violence, d'une grande brutalité, d'un grand mépris. Quand de temps en temps,
on capte ici ou là quelque chose, on a un truc du genre, vous n'avez qu'à traverser la rue, vous allez trouver un boulot, vous n'avez qu'à bosser pour vous acheter des costards, c'est la France qui pue, qui sent mauvais, etc. Enfin, je veux dire, on a une espèce de violence, et là, on a très exactement l'inverse. Et on ne donne pas des coups de poing comme deux arsouilles, parce qu'il y a en fait, comme on a parlé jadis d'État voyous, il y a des députés voyous. De la façon qu'ont eu les gens de la France insoumise de se comporter, pour la plupart, c'était insupportable. C'était cette façon de mépriser la fonction. On a le droit de ne pas aimer la politique, mais il y a une fonction. Donc les députés, c'est la même chose. On a le droit de ne pas aimer leurs idées, mais ils sont élus. La souveraineté, c'est ça. Et on entend enfin un peu parler de souveraineté populaire, aussi bien chez M. Barnier que chez M. Retailleau. On va y revenir. Au passage, tiens d'ailleurs, en parlant de la France insoumise, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rejeté la demande déposée par la France insoumise de destitution du président Macron. Donc ça y est, c'est passé à la trappe pour vous ? Oui, alors ça montre bien que tout le monde fait son petit business à l'Assemblée nationale. Parce que si vraiment ils souhaitaient l'intérêt de la France, l'intérêt de la nation, vous savez que moi j'étais pour cette destitution. Il y a un moment donné où on peut dire, bah oui, il y a un moment donné où ça ne va plus. On voit bien que le problème c'est Emmanuel Macron. C'est pas tant sa politique. D'une certaine manière, quand sa politique est menée par Michel Barnier, les gens sont prêts à l'accepter. D'une certaine manière, ils auraient été prêts à l'accepter aussi un temps avec Gabriel Attal, dont ils découvrent la nature assez violente. Et ils étaient d'accord avec Édouard Philippe aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on y met les formes, pourquoi pas cette politique ? C'est un peu ce que disaient les Français. Donc il y a un moment donné où il faut prendre ça en considération. On va écouter maintenant Claude Malhuret, un sénateur qui a beaucoup d'expérience, qui a imaginé donc au Sénat un hypothétique gouvernement avec Lucie Castet. Écoutez-le. En écoutant tout à l'heure l'analyse de la situation politique par le président du groupe socialiste, j'ai eu brusquement une sorte de cauchemar éveillé, monsieur le Premier ministre. J'étais ici, à cette tribune, et en face de moi, à la place où vous êtes, ce n'était pas vous. C'était Lucie Castet. À ses côtés, Sandrine Rousseau, ministre des Finances et de la Décroissance, Sophia Chikirou, garde des Sceaux, Aymeric Caron, ministre de l'Écologie et des Insectes, Sébastien Delogu, ministre de la Mémoire et des Anciens Combattants, Louis Boyard, ministre du Développement durable et du Cannabis, et Jean-Luc Mélenchon, ministre des Affaires étrangères et de l'amitié avec la Russie, le Hezbollah et l'Alliance bolivarienne. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis aperçu que j'étais en train de tomber de mon siège. Voilà pour l'ironie mordante de Claude Malhuret. Michel Onfray, ça vous a fait rire, hein ? Oui. J'ai même ri de son rire. Il y a un petit moment où on parlait du rire de Voltaire, du vrai rire de Voltaire. Moi, j'ai lu beaucoup de biographies de Voltaire, c'est le Dorieux, formidable. Et il y a un moment donné, il rit de lui-même. Il a raison, parce que c'est très drôle. Et j'ai l'impression que Voltaire pouvait ricaner un peu comme ça. Mais c'est très drôle. D'ailleurs, c'est le voltairien en chef, lui. Parce que Claude Malhuret. Alors là encore, je laisse de côté la politique, le passé, l'époque de la moustache, je veux dire. L'époque chiracienne, où il avait des belles bacchantes, une grande moustache, très Troisième République, ou Empire. Mais il est très bon. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il écrit ses textes, mais... Ah si, j'imagine que si. Oui, enfin, on peut imaginer qu'il y a des assistants parlementaires dans le métier, mais je pense qu'il en est capable. Et c'est très bon, c'est très drôle. Parce que là encore, on a l'esprit voltairien. Moi, j'ai dit à un moment donné, dans un livre qui s'appelait L'art d'être français, qu'il y avait des figures littéraires qui étaient des vraies figures françaises. Il y a Rabelais, personnage gargantuesque, etc. Donc, il y a Voltaire pour l'ironie, il y a Descartes pour la raison, et il y a même Camus, je dirais, pour une espèce de socialisme libertaire contre le marxisme, contre le goulag, contre les barbelés, etc. Et c'est toujours bon de voir apparaître finalement une vieille génération. J'en parle d'autant que c'est la mienne, mais d'autant mieux que c'est la mienne. Mais je trouve que là, on a affaire à des gens qui ont du talent et qui ont de l'âge aussi, qui ont de la bouteille et qui sont capables... C'est le retour de l'ancien monde, oui, Michel Onfray ? Ça, c'est plutôt pas mal. Face à la Start-up Nation ? Mais voilà, on a des textes, on avait avec Macron et les siens, Attal et quelques autres séjournés, des individus qui probablement ont des éléments de langage qui leur sont donnés par texto en disant voilà les idées qu'il faut défendre, voilà les formules, les fameux punchlines qu'il faut défendre parce que ça va être repris, on va faire des débats, vous avez dit que, etc. Et là, on n'a pas du tout des communicants, on a juste des gens drôles
qui ont compris ce qu'était la politique, ils en font depuis suffisamment longtemps, peut-être un demi-siècle. Et ils utilisent, ils font revenir Voltaire. Et ça, c'est assez rafraîchissant. Encore un tout petit mot pour évoquer ce qui s'est passé avec Michel Barnier, autour de Michel Barnier cette semaine. Michel Onfray, on a évoqué l'attitude de Marine Le Pen. Elle était présente dans l'hémicycle, même si elle est très accaparée par le procès qui la concerne sur les assistants parlementaires européens. Elle était là, elle a répondu à Michel Barnier et on va voir qu'il y a une forme de pacte de non-agression entre les deux. D'ailleurs, Michel Barnier ne l'a pas critiqué après sa prise de parole. On écoute Marine Le Pen. Compte tenu de la tâche ingrate qui vous incombe en ces circonstances, de ramasser l'action publique que certains ont laissé choir, je vous le dis, Monsieur le Premier ministre, le mouvement national n'entend pas entraîner le pays vers le chaos, vers cette politique du pire, qui est la pire des politiques. Voilà pourquoi le Rassemblement national a fait un choix responsable. Refuser de censurer a priori votre gouvernement pour lui donner une chance, aussi infime soit-elle, d'engager enfin les mesures de redressement nécessaires. Nous tiendrons strictement à cette feuille de route, sans excès ni manigance, sans surenchère ni arrogance, mais avec le souci pragmatique du bien commun. Voilà pour Marine Le Pen, Michel Onfray, pas de censure a priori pour laisser une chance infime au gouvernement de mettre en place pour redresser la France. D'abord, moi j'ai regardé tout ça en direct et évidemment les plans sont les plans. Moi je ne vois pas ce qui se passe, je ne sais pas. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que la France insoumise a quitté l'hémicycle ? Je n'avais pas d'image qui me permettait d'en juger. Parce qu'il y avait quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il y avait un silence qui accueillait le discours de Marine Le Pen. Le pauvre Michel Barnier, ça s'est fait dans un chahut perpétuel, du début jusqu'à la fin. Ça a duré 1h30, je crois, quelque chose comme ça. Ça a été en permanence du chahut. C'était même insupportable pour lui, quoi. Je trouvais que c'était malaisant, comme disent les jeunes aujourd'hui. Mais elle, d'un seul coup, elle prend la parole. Et autant on avait, alors je ne parle pas du robinet d'eau tiède et du contenu, ni même du contenu de Marine Le Pen, elle est dans l'opposition, tout est facile quand on est dans l'opposition. Mais il y avait de l'énergie, une espèce de forme, de forme aussi, du non-verbal pour le coup, où on voyait qu'elle tenait son discours, tout le monde l'écoutait. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu cette leçon, c'est-à-dire que ça fait, je ne sais pas, plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on est en train de cornériser les 10 millions d'électeurs du Rassemblement national, et puis là, retour du refoulé, retour de l'histoire, d'une certaine manière, c'est elle qui fait la loi. Parce qu'on l'écoute, parce qu'on l'entend, on dit bah, Michel Barnier, je claque des doigts, il s'en va, il tombe. Et puis là, elle dit non, c'est moi qui claque des doigts. Et si je claque des doigts, il tombe. Et donc on l'écoute, et on se dit, alors la politique, elle est faite où ? Et Emmanuel Macron, qui voulait absolument évincer le Rassemblement national sous prétexte qu'elle serait fasciste nazie et qu'elle sortirait de l'arc républicain, l'a mise d'une certaine manière sur les marches de l'Élysée. Parce qu'elle est là en train de dire eh bien, nous avons décidé que nous allons lui donner sa chance, on verra bien. Donc évidemment, il est obligé de faire quelques concessions, et notamment une concession qui m'a apparu immédiate, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le florilège de snipers qui était le Premier ministre, dans les prises de parole, n'a pas touché Marine Le Pen. Tout le monde y a eu droit à une petite phrase pour chacun. Un panneau, M. Attal, il y a eu M. Ciotti aussi. Oui, M. Vallot aussi, M. Chassaigne pour le Parti communiste. Voilà. Tout le monde a eu droit à sa petite... Qui a rigolé, Chassaigne, quand il parle de ses sabots, etc. Il a mis tous les rieurs de son côté. Pas touché Marine Le Pen. On est d'accord. Donc je crois que c'est ça qu'il faut écouter et qu'il faut entendre. Et je pense que Emmanuel Macron doit ronger son frein, de se dire finalement, j'ai fait une dissolution, j'ai jeté une grenade dans leurs jambes, a-t-il dit. Une grenade dans leur... Oui, dans voilà. Et puis de voir là que d'une certaine manière, le commandeur, le statut du commandeur, c'est Marine Le Pen en France. Justement, Michel Onfray, on est sur CNews et Europe 1. Emmanuel Macron était à Berlin cette semaine. Il a pris la parole sur place. En anglais, pour parler de la situation politique française. Déjà, sur le fond, prendre la parole à l'étranger pour parler de la France, il avait dit lui-même qu'il ne fallait pas le faire, mais de surcroît en anglais. Ça vous a surpris, choqué ? Oui, enfin, d'abord, quand il est en Allemagne, il est en France, Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà vu tout ce que la France... D'ailleurs, pas seulement lui, ça fait des années que la France prend ses ordres à Berlin. C'est quand même sidérant. Cette Europe dont le général de Gaulle voulait qu'elle soit française, mais c'est un peu normal. Quand vous êtes un chef d'État français, vous avez envie que s'il y a une Europe, elle soit d'abord française. Elle est devenue allemande. D'ailleurs, le jour où François Hollande est élu, et tout ce monde se souvient de la pluie, etc., qu'est-ce qu'il fait le soir ? Il prend l'avion et s'en va voir Angela Merkel. Il prend la foudre. Et l'avion prend la foudre. Mais d'ailleurs, c'est une histoire, c'est de la tragédie grecque, tout ça. Mais pourquoi donc ? Et cette façon qu'a eu Emmanuel Macron de dire « Ah, mais j'aimerais bien qu'on puisse partager le bouton nucléaire ».
avec l'Allemagne, qu'on puisse partager le bouton nucléaire, qu'on puisse partager le siège à l'ONU. Enfin, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est prêt à donner notre souveraineté, pas seulement à Bruxelles, mais aussi à l'Allemagne. Il y a eu un moment donné, je crois aussi, où, je ne sais plus si c'est Nicolas Sarkozy, mais il voulait des ministres communs. C'était aussi une idée de Daniel Cohn-Bendit, cette façon de mélanger d'une certaine manière la France et l'Allemagne. Comme jadis, Jean Monnet voulait mélanger la France et l'Angleterre en disant il faut se débarrasser. Le mot était de Jean Monnet, du général de Gaulle. On ne sait pas comment il entendait débarrasser. Mais cette façon de vouloir fondre la France dans l'Angleterre, quand on est un Jean Monnet payé par la CIA et par les États-Unis, c'est pas une façon de parler, il a reçu de l'argent, on le sait aujourd'hui, ou alors de fondre la France en Allemagne avec la langue anglaise, c'est-à-dire la langue de celui qui domine les dominants. On a aujourd'hui, les dominants, ce sont les Allemands, mais on n'utilise pas l'allemand, je ne sais pas s'il parle l'allemand, s'il est germaniste, ça se pourrait, mais il utilise la langue des États-Unis. En Allemagne, pour parler de la France, tout ça signifie... Et de la colère française qui s'est exprimée à travers le vote du RN. D'ailleurs, une espèce de jurisprudence, c'est du non-écrit, je pense. Peut-être que les constitutionnalistes ou les juristes me diraient que j'ai tort, mais on ne parle pas de la politique française quand on est à l'étranger. Il est à l'étranger, sauf à croire qu'il est en France. Et ça valide ma thèse, eh bien, on évite de commenter en langue anglaise quand on est en Allemagne, comme si on était en Corse, en Bourgogne, en Savoie ou en Normandie. Merci de penser toujours à la Savoie. Un dernier mot sur Michel Barnier et Michel Onfray. Il a évoqué l'idée d'une épée de Damoclès qui pèserait non pas sur le gouvernement français, mais en vérité sur les Français. Il évoque la dette financière gigantesque. C'est important de rappeler ce que sont ces figures de la mythologie grecque comme Damoclès. Oui, alors cette épée, elle est suspendue, on dit un film, c'est un crin du cheval de Denis, de Syracuse, qui est un tyran. Et Platon, qui était le grand philosophe idéaliste, pensait qu'il fallait que les philosophes soient rois, ou que les rois soient philosophes. Et il s'est dit, je vais aller voir Denis, qui est un tyran, et puis je vais aller lui expliquer que finalement, en faisant un peu de philosophie, on peut bien gouverner. Et puis, Denis l'a entendu d'une mauvaise oreille, puisque finalement, il l'a transformé en esclave. Mais cette façon de dire, ça ne tient qu'à un crin. C'est-à-dire, c'est pas grand-chose. Il suffirait que Denis de Syracuse, le tyran Denis de Syracuse, le décide pour que ça tombe. Et que, évidemment, ça vous tranche la tête. Et donc, évidemment, c'est une image qu'on utilise aujourd'hui pour signifier la menace. Bien sûr. Et dire qu'elle est sur les Français et non pas sur le gouvernement. Alors c'est les deux. En même temps, il a raison, c'est sur les Français, mais c'est compliqué la dette. Ça fait des années qu'on n'en parle pas, ça fait des années qu'on l'augmente, ça fait des années qu'on dit qu'on devrait l'apurer ou du moins l'attaquer. Et puis ça fait des années que la gauche dit faisons payer les riches, et puis ça fait des années que la droite dit supprimons du social, etc. Il faut faire les deux. Là, la droite dit faisons payer les riches. En tout cas, c'est le programme annoncé sur les hausses d'impôts à venir. Oui, hélas. Parce que j'ai vu Sarah Knafo qui avait fait une espèce de liste très impressionnante où il disait mais regardez le type d'économie qu'on peut faire, ça, etc. Et il y a effectivement des véritables économies qu'on peut faire. Chacun le sait, l'économie, ça n'est jamais que la gestion de la maison, c'est l'étymologie. Eh bien, la Maison France, elle a un budget, et quand vous avez un budget, j'ai un budget, tous les gens qui nous écoutent ont des budgets, et on sait très bien qu'il y a des moments où on va faire des efforts sur ceci ou sur cela. Et plutôt que de faire payer les riches, on doit effectivement pouvoir repenser les dépenses. Michel Onfray, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie de Face à Michel Onfray. On va parler de l'état de droit et de Bruno Retailleau. À tout de suite. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray. Michel, on va parler de l'état de droit. C'est quelque chose qui est important pour vous. Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, s'est défendu cette semaine d'avoir voulu attaquer le fameux état de droit après avoir dit dans un premier temps, dans les colonnes du journal du dimanche, que cet état de droit n'était ni intangible ni sacré. Alors il s'en est expliqué cette semaine devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Écoutez sa réponse. Moi, à aucun moment, j'ai voulu abolir l'état de droit. À aucun moment. J'ai simplement dit qu'il fallait déplacer le curseur dans l'état de droit, comme vous l'avez fait, comme nous l'avons fait au moment du terrorisme et au moment du Covid. Le curseur, on l'a déplacé. Quand les règles de droit ne protègent pas la société, on change les règles de droit. On doit ajuster en fonction, non pas l'état de droit tel qu'il est dans ses principes intangibles, mais je me bats, moi, pour faire en sorte qu'on protège les concitoyens, que quand il y a une règle qui doit évoluer, on la fasse évoluer. Il n'y a pas d'impossibilisme juridique. Voilà, alors ça c'est très intéressant comme réponse. Et sur l'état de droit et sur le fait que quand le droit ne protège pas la société, on change le droit, Michel Onfray. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'il a raison, et que heureusement que le droit change.
Je suis très étonné que ces gens de gauche n'y aient pas songé. C'est-à-dire ils sont platoniciens, ils ont l'impression qu'il y a une idée du droit comme ça, et que ce serait intangible. Je rappelle à tous ces gens qui nous disent que la France commence en 1789 avec la Révolution française, que la Révolution française a aboli le droit féodal, et qu'elle a créé un droit républicain. Et que donc, il y a un moment donné où quand on se dit ce droit ne fonctionne plus, eh bien, on passe à un autre droit. Je rappelle à tous ces gens qu'il y a eu un moment donné où quand vous faisiez des avortements, vous alliez en prison. Il y a même eu des femmes qui ont été condamnées à mort pour avoir pratiqué des avortements. Je rappelle qu'aujourd'hui, après la loi Veil, c'est-à-dire après un changement du droit, on rembourse l'avortement par la sécurité. Donc on déplace le curseur en permanence du droit. Évidemment, la peine de mort, c'est exactement la même chose. Avant Badinter, on la pratique. Après Badinter, on la pratique plus. On a criminalisé les relations homosexuelles avant Badinter. Après Badinter, on a cessé de criminaliser les relations homosexuelles. Et c'est tant mieux. Donc le droit évolue, d'une part. Et d'autre part, le droit, c'est l'expression de la souveraineté populaire. Je rappelle que le droit est fait, les lois sont faites par les parlementaires qui eux-mêmes sont élus et sont l'émanation du peuple. Et que le référendum, la Constitution le dit, c'est soit le peuple s'exprime par ses représentants ou soit le peuple s'exprime directement par le référendum. Le référendum est constitutif d'un nouveau droit. Quand le général de Gaulle propose qu'un droit change sur la question de la participation, par exemple, ou sur la question de la régionalisation, il pense effectivement que le droit doit changer. Le droit est plastique. Quand on fait du droit à l'université, moi, il se fait que j'ai fait une thèse de philosophie politique et juridique. Et Madame Bruyard, qui je rends hommage, qui est là, c'est décédée, nous enseignait ce genre de choses. C'était élémentaire. D'abord, son mari enseignait, il était prof de droit, enseignait le droit romain. Personne n'imagine que le droit romain devrait aujourd'hui gérer la société française. Donc évidemment, il y a des droits divers et multiples. Il y a eu un droit national socialiste qui ne fait plus la loi aujourd'hui. Bon, c'est ce qu'il était. Et qui ne fait plus la loi, et fort heureusement, en Allemagne. Donc le droit, c'est un instrument. C'est pas une espèce de divinité qu'il faudrait adorer, comme la République serait une espèce de nouvelle divinité. Il faudrait se mettre à genoux devant la République, à genoux devant le droit. Mais alors, ça a provoqué des réactions, vous l'avez dit, à gauche, terribles. Le syndicat de la magistrature s'est élevé contre les propos de Bruno Retailleau. Je vous cite, l'état de droit n'est pas une opinion, mais un prérequis de la démocratie. Le rétro-pédalage de Bruno Retailleau n'aura pas suffi à réparer les dégâts causés par ses propos. Le vague rappel du Premier ministre devant l'Assemblée non plus. Rien d'étonnant. Moi, je pense qu'il n'a pas rétro-pédalé, il a expliqué. Et rétropédaler, ce serait dire, bon, je l'ai dit, je n'aurais pas dû le dire, je présente mes excuses, c'est pas ce que je voulais dire le contraire, etc. Il n'a pas rétropédalé. Il a juste expliqué. Il a juste dit, si vous avez besoin d'explications, je vais vous en donner. Il a donc donné des explications. Mais c'est l'évidence que le droit change. Tous ces gens qui descendent dans la rue aujourd'hui pour permettre à des minorités d'accéder à des nouveaux droits sont des gens qui font la démonstration que le droit, ça change, que le droit, ça bouge, et que le droit, c'est normalement la souveraineté populaire. On demande au peuple, c'est pas le chef de l'État qui dit « moi j'ai décidé ». Le chef de l'État, il dit « je vous propose », l'Assemblée nationale, ou le peuple par l'Assemblée nationale, ou le peuple directement par le référendum, dit « oui ». On est d'accord, on modifie la règle de droit. Les règles de droit sont susceptibles d'être modifiées. Et c'est heureux, parce que sinon, on fonctionnerait avec le droit préhistorique, qui permettait aux hommes de mettre des coups de main à leurs femmes en disant... voilà. Aujourd'hui, c'est le contraire. On va écouter... alors, Clément Beaune, ça n'est pas surprenant, lui a dit, mais comment un gaulliste comme Bruno Retailleau voudrait ne pas respecter la Constitution ? Il en a fait appel au général de Gaulle. Je vais vous proposer d'écouter un tout petit extrait du général de Gaulle, quand il dit « En France, la seule Cour suprême, c'est le peuple. » Par quelle voie convient-il que le pays exprime sa décision? Je réponds, par la plus démocratique, par la voie du référendum. C'est aussi la plus justifiée, car le peuple français, qui détient la souveraineté nationale, la détient aussi, évidemment, dans le domaine constituant. D'ailleurs, c'est du suffrage de tous les citoyens que procède l'actuelle Constitution. Au demeurant, celle-ci spécifie que le peuple exerce sa souveraineté soit par ses représentants, soit par le référendum. Voilà, c'était en 1958. Il rappelle l'évidence. Le gaullisme, c'est ça. C'est le peuple qui détient la souveraineté. Et quand le peuple ne détient plus la souveraineté, on n'est plus dans le gaullisme, on n'est plus dans la démocratie non plus. Et on n'est plus non plus dans la République. On est dans un autre monde.
dans une espèce d'oligarchie, d'aristocratie, de plutocratie, le gouvernement des riches, etc., de technocratie, le gouvernement des techniciens ou des technocrates, mais sûrement plus de démocratie. Je rappelle que démos, c'est le peuple, et que la partie cratie, c'est le pouvoir du peuple. Hein. Et c'est ce que dit très précisément le général de Gaulle, et il a raison. Donc les gens qui nous donnent des leçons de gaullisme et qui ont voté oui à Maastricht, c'est-à-dire des gens qui ont estimé que la souveraineté nationale ne faisait plus la loi, parce qu'on peut aussi séduire le peuple, mentir au peuple. Je rappelle pour ceux qui étaient des contemporains de 1992 et du traité de Maastricht qu'on a quand même beaucoup menti en expliquant que ce traité, ce serait l'occasion d'en finir avec la guerre, la misère, la pauvreté, le chômage, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, etc. Donc on a menti. Et donc, il y a un moment donné, quand on a menti aux gens, on peut estimer que le vote, j'allais dire le vol, mais le vote a été volé. Et les gens, d'un seul coup, là, ils se disent, 30 ans plus tard, finalement, on nous a menti, on nous a vendu un produit. On a abusé les Français sur la marchandise. Donc le général de Gaulle donne vraiment le cap. Il dit très précisément, ce texte devrait être gravé dans le marbre. On s'aperçoit qu'il y a une espèce de dérogation à ce que dit le général de Gaulle depuis 1992. Tout président de la République confondu, prétendument de droite ou prétendument de gauche, aucun n'a été gaulliste dans cette aventure. Alors, il y a aussi un extrait que je voulais vous faire écouter du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, toujours devant la commission des lois à l'Assemblée nationale, lorsqu'il évoque le meurtre de la jeune Philippine. Là, on sent tout d'un coup que l'homme est ému, l'homme, Bruno Retailleau, et il explique pourquoi. Écoutez. Je pensais même, puisque c'est l'affaire Philippine, il se trouve que, vous voyez, j'ai été touché personnellement. Voilà, parce que j'ai perdu un ami, celui qui l'a assassiné, 3 OQTF, depuis plus de 10 ans sur le territoire français, irrégulièrement. Il brûle la cathédrale de Nantes. Hein. Et ensuite, il trouble psychologique grave, tel point que la garde à vue, le soir de l'assassinat, est déclarée incompatible avec sa santé mentale. Et on m'explique, à l'époque, de la justice, de l'intérieur, il n'y a pas de défaillance de l'État. Jamais je n'entendrai ça. Jamais je ne céderai là-dessus. Jamais. Voilà. On peut faire des ronds dans l'eau sur l'état de droit, mais moi, quand il y a une règle de droit qui ne protégera pas les Français, je ferai tout pour la modifier. Très intéressant cette séquence où on voit que l'homme affleure sous le ministre de l'Intérieur lorsqu'il parle de son ami qui a été assassiné par une personne sous OQTF. Michel. Oui, parce que toutes les semaines on voit bien qu'il y a ce genre de choses et toutes les semaines on voit bien qu'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de responsable. C'est bizarre. C'est-à-dire que quand vous roulez à 56 à l'heure dans une agglomération, alors vous avez l'État, ça fonctionne, là, l'État de droit pour le coup. Vous allez recevoir la prune dans votre boîte aux lettres et il n'y a aucun problème. Mais là, vous vous dites, il n'y a pas quelqu'un qui est responsable de ce genre de situation? Parce que l'État français, c'est pourquoi j'avais dit que quand cette pauvre dame qui a perdu son mari gendarme avait dit que c'était l'État qui l'avait tué, je comprenais très bien sa souffrance et sa douleur. Mais l'État, ça n'existe pas. C'est un concept. Il y a des individus qui rendent possible l'État. Et il y a des individus qui, eux, mettent une croix quelque part en disant il reste en prison, il est libéré. Et ces individus-là sont responsables. Donc il y a un moment donné où si vous êtes responsable de votre mauvaise conduite dans une agglomération, vous devez, quand vous êtes juge d'application des peines, quand vous êtes psychologue, quand vous êtes psychiatre, etc., et que vous donnez votre accord, vous devriez avoir une responsabilité. Dès lors, vous devriez pouvoir rendre compte de votre responsabilité au tribunal. Jamais. Jamais. Donc il y a un moment donné où c'est pas seulement l'État qu'il faudrait attaquer en disant l'État devrait, il faudrait que l'État est coupable, etc., etc. Non, je dis dans l'État, il y a des agents de l'État et ces agents de l'État sont responsables et coupables et ceux-là devraient être des justiciables comme les autres. Michel Onfray, dans le cadre de ce grand débat sur l'immigration, et on sait que les Français réclament à longueur de sondage de la fermeté sur cette question, est-ce qu'on peut faire cohabiter, est-ce que ces deux notions de fermeté et d'humanité peuvent coexister ensemble ? Oui, enfin ça dépend ce qu'on met sous les mots fermeté et humanité, mais l'humanité, c'est pas la possibilité de laisser faire tout et n'importe quoi. Y a-t-il de l'humanité à rendre possible des fortunes qui se créent avec les passeurs ? Je suis quand même très étonné qu'on ne touche pas aux passeurs. Il y a des passeurs, des filières de passeurs qui sont démantelées régulièrement. Vous les voyez au tribunal, ces gens-là. Vous voyez des grands procès où on aurait montré comment ça se passe. Au contraire, vous avez même des films, vous avez des bandes dessinées, vous avez des romans qui vous expliquent la douleur, la souffrance, etc. Mais des gens qui traversent, et je conçois tout ça. Mais simplement, aucun film qui nous dirait comment un salaud, c'est un salaud, le type qui prend 10 000, 15 000, 20 000 euros à chaque personne qui traverse la Méditerranée et qui, d'une certaine manière, les laisse sans gilet de sauvetage, charge la barque, c'est le cas de le dire, fait prendre des risques à tout le monde. Ce sont des criminels, ce sont des tueurs, ces gens-là. On ne parle jamais de ces gens-là. Donc il y a un moment donné où on peut être ferme, c'est-à-dire dire... Il y a des lois. Moi, quand je dis souvent à des amis, ils me disent tu voudrais révolutionner quoi ? Je dis je veux rien révolutionner. On a des lois qui sont très bien faites.
Appliquons-les. Et appliquons-les. Et puis un certain nombre d'autres lois qui ont été faites et qu'on peut défaire, là pour le coup. Effectivement, un certain nombre de lois, alors M. Valls regrette un certain nombre de choses aujourd'hui, M. Hollande oublie qu'il les a rendues possibles, enfin il y a un certain nombre de lois dont on peut imaginer qu'on peut les refaire. L'état de droit, c'est pas de dire M. Valls et Hollande ont un jour décidé quelque chose, c'est gravé dans le marbre, on peut plus y toucher. Non, pas du tout. Le peuple peut dire, eh bien on arrête avec ça, on souhaite autre chose et autrement. Je disais tout à l'heure qu'effectivement, il y a 50 ans, sur la question de l'homosexualité, sur la question de l'avortement, on ne disait pas la même chose, le droit n'était pas le même. Donc aujourd'hui, on peut très bien imaginer que l'immigration, c'est pas la même chose. L'immigration, il y a 40 ans, l'immigration aujourd'hui, l'immigration au siècle dernier, enfin au 19e siècle, je dirais, c'est pas l'immigration aujourd'hui. Donc on doit pouvoir penser le droit en fonction d'une réalité qui est nouvelle. Donc fermeté en disant, mais il n'est pas question qu'on accueille dans des conditions d'inhumanité les gens qu'on accueille. C'est inhumain aussi de dire traversez, faites-vous exploiter, après vous allez dormir sous des tentes, sous le périphérique. Voilà, et après vous allez être contraint. Bien sûr qu'il y a une délinquance qui est en relation avec ça, parce que comment vous voulez faire pour vivre? Moi je comprends cette délinquance, je ne dis pas que je la bénis, que j'absous les gens, mais je veux dire, comment vous faites quand il faut payer 3 repas par jour, qu'il faut payer une chambre d'hôtel ou qu'il faut payer un endroit où vous pouvez dormir, etc. C'est vite fait de se retrouver avec 0 centime, donc de commencer à faire de la prostitution, de commencer à faire du trafic de drogue, d'arracher les sacs des grands-mères ou ce genre de choses. Je ne parle pas de la libido de gens qui ont 20 ans, 25 ans et qui se retrouvent ici sans pratiquer la langue et qui sont contraints à se comporter comme des animaux. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. On voit bien que Bruno Retailleau crante l'opinion publique. Il est la cible de toutes les attaques en ce moment. Il a même dû répondre à une question sur « Allez-vous remettre en cause les libertés publiques ?» Écoutez sa réponse. J'ai répondu sur l'état de droit. Je trouve que passer la soixantaine, entamer une carrière d'autocrate, c'est un peu tard, je trouve. La démocratie libérale, je sais ce que c'est. Et j'ai toujours dit qu'il ne suffisait pas pour qu'on soit dans une démocratie libérale qu'il y ait le suffrage universel. M. Poutine n'est pas un démocrate, mais un autocrate. Il faut ajouter ces éléments de droit dont on a parlé, de la séparation du pouvoir. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. Moi, je me bats contre l'impossibilisme juridique. Très intéressant, là aussi, cette réponse de Bruno Retailleau, Michel Onfray, sur la démocratie libérale. Ça vous inspire ? Ah oui, parce que je pense que c'est un oxymore, comme on dit, c'est-à-dire 2 mots qui se contredisent. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et le libéralisme, c'est le pouvoir du marché. Si c'est le pouvoir du peuple, c'est pas le pouvoir du marché. Si c'est le pouvoir du marché, c'est pas le pouvoir du peuple. Donc il faut choisir. Soit on est un démocrate et on est un antilibéral, soit on est un libéral et on n'est pas démocrate. On appelle ça comme on veut. Enfin, on laisse faire le marché en disant, c'est ce que disent les libéraux, laisser faire la main invisible. Il y aurait une espèce de main invisible de Dieu qui rendrait possible une espèce d'homéostasie, comme il dit, c'est-à-dire d'équilibre de l'ensemble. Non, je pense qu'il a raison de dire ce qu'il dit, d'autant que autocrate, je veux dire, il est ministre. Il y a au-dessus de lui, d'une certaine manière, même si d'un point de vue protocolaire, c'est probablement pas le cas, mais un ministre de la Justice qui, d'une certaine manière, est là pour verrouiller l'ensemble et dire au syndicat de la magistrature, ne vous inquiétez pas, à chaque fois qu'il décidera quelque chose, on décidera l'inverse. Il est au-dessus de lui un Premier ministre et il est au-dessus de lui un chef de l'État. En temps normal, on a au-dessus de tout ça le peuple qui décide. Mais le peuple, on en fait l'économie depuis bien longtemps. Donc non, il n'est pas autocrate. Bon, je trouve un peu maladroit la référence au général de Gaulle qui dit « je ne vais pas attendre… » Pourquoi voulez-vous à 67 ans que je commence une carrière de dictateur ? Bon, on sent bien qu'il le dit de manière ironique. Mais bon, il a l'air un peu accablé même en le disant. Michel, je confonds tous, mais Michel Barnier pratique l'ironie un peu mieux que lui d'une certaine manière, parce que là, il dit quelque chose qui suppose, pour qu'on le comprenne, qu'on est en tête ce qu'a dit le général de Gaulle. Et je ne suis pas sûr que les Français aient on a la référence tout ça en tête. À nous, évidemment, on l'a. Oui, mais on parle à tout le monde, là, dans ces cas-là. Enfin, il parle à la Commission, mais il sait très bien que la Commission, tout ça c'est filmé, ça va être montré. Les gens qui ne savent pas quelle est la référence ne peuvent pas comprendre la dimension. Vous voulez qu'on l'écoute, le général ? Ah oui, formidable. Quand il disait ça, voulez-vous, à 67 ans, que je commence une carrière de dictateur ? On l'écoute. Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Le général de Gaulle, c'est quasiment un travail d'acteur, là. Hein. Y ai-je une seconde attenté? Jamais. Enfin, vous vous rendez compte, le français, la qualité de français.
il parle le français du XVIIe siècle, hein, d'une certaine manière, même pas le XVIIIe, mais le XVIIe. D'ailleurs, il y a un moment donné, quand il y a eu chez Laurent Perrier une création de champagne, on lui a demandé comment on pouvait appeler ce champagne. Il a dit « grand siècle, bien sûr ». Le grand siècle étant le XVIIe. D'abord, il a une langue incroyable, et puis il dit effectivement ce que personne n'entendait à l'époque, c'est-à-dire qu'il a restauré 2 fois la République. Je rappelle que quand même, le 18 juin 40 plus la Libération, sans lui, tout ça, c'était un peu difficile. Et puis, la possibilité de mettre un terme à la guerre d'Algérie, je le rappelle, avec un référendum. Les gens oublient ça. Tous les gens qui attaquent le général de Gaulle en disant il a bradé, etc. Il n'a rien bradé du tout. Il a demandé aux Français ce qu'ils en pensaient. Et les Français ont massivement dit, pas seulement les Algériens, qu'ils étaient d'accord pour cette indépendance. Donc, de fait, 2 fois, il a restauré la République. Et il dit, bon, évidemment, les journaux ne cessent de le dire, le Parti communiste. François Mitterrand, je vous rappelle, le coup d'État permanent, où il était présenté comparé à Adolf Hitler, tout de même, à l'époque. Le général de Gaulle comparé à Adolf Hitler. Donc, tous ces gens aujourd'hui qui utilisent le mot fasciste à tout bout de champ ont des ancêtres. Le Parti communiste français de l'époque, par exemple. Bien sûr, et on en a souvent parlé. Et vous avez vu, je vous ai gâté aujourd'hui avec 2 extraits de De Gaulle. 2 fois pour 2 Il n'y aura peut-être pas la semaine prochaine. Michel, on termine par quelque chose qui vous a intéressé cette semaine, les nouveaux péchés décrétés par le pape François, avec une série, 7 péchés. Voilà. Le péché contre la paix, le péché contre la création, contre les peuples indigènes, contre les migrants, le péché d'abus, le péché contre les familles, les femmes, les jeunes. Il y a beaucoup de péchés, le péché de la doctrine utilisé comme des pierres à jeter. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ces nouveaux péchés qui ont été décrétés par le pape et le Vatican ? Moi, je distingue bien, d'abord comme je distingue Jésus, le Christ, Dieu, etc., on le sait, je distingue bien l'Église catholique et les catholiques. Donc je pense que l'Église s'est beaucoup trompée. C'est-à-dire que dans l'histoire, vraiment, que ce soit sur Galilée, sur Darwin, sur les Juifs, l'antisémitisme, c'est quand même c'est terminé depuis peu de temps. Jean-Paul II, je vous rappelle, c'est quand même récent. Il y a encore peu de temps, on estimait que c'était un peuple déicide, etc., etc. Donc aujourd'hui, sur la question des sujets-là, c'est 7 nouveaux péchés. Oui, mais on a juste envie de lui dire, mais qu'est-ce que vous faites avec les femmes aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr que ce soit forcément terrible, l'Église en matière d'égalité des hommes et des femmes, que les femmes puissent être prêtres, par exemple, aujourd'hui, qu'elles puissent être évêques, et pourquoi pas papes, d'une certaine manière. Si vraiment il veut ne pas pécher contre les femmes, il pêche beaucoup contre l'égalité des hommes et des femmes. Si vraiment il ne veut pas pécher contre les migrants, moi je veux bien qu'on accueille toute la misère du monde en disant il semble détester l'Europe. De toute façon, il déteste la France, ce pape sud-américain. Mais il y a un moment donné où on peut dire... C'est vrai qu'il n'aime pas beaucoup notre pays. Ah non. Vous vous souvenez, quand il est venu à Marseille, il a dit non, je ne viens pas en France. On a juste envie de lui dire une petite leçon de géographie. Marseille est en France. Enfin, il y a des gens qui pensent que non. Mais cette façon de dire non, j'ai choisi Marseille parce que c'est une espèce de morceau qui se détache, ou l'inverse, un morceau qui vient et qui va infuser la France. Je pense que Marseille est le modèle chéri d'Emmanuel Macron. De ce pape. Mais il y a un moment donné, il y a combien de communes ? 35 000, 360 000, je ne sais plus, je ne suis pas bon avec les chiffres, en France. Mais ça veut dire qu'il y a autant de presbytères et d'églises. Et bien qu'il ouvre ses presbytères aux migrants. Il y a un moment donné, plutôt que de dire yaka, il faudrait, vous devriez, etc. Mais il n'y a pas un péché contre l'ouvrier français, contre l'employé français, contre le français moyen qui, lui, s'en prend plein de la figure parce que l'immigration fait que les prix s'effondrent, le prix du travail s'effondre. Il n'y a pas de péché contre les ouvriers. Il n'y a pas de péché contre les pauvres. Alors si, il est contre la pauvreté. Si, péché contre la pauvreté. Oui, c'est quoi être contre la pauvreté ? Le péché contre la synodalité, Michel, le manque d'écoute, de communion et de la participation de tous. Alors c'est l'hôpital qui se fout de la charité, si je puis me permettre, encore qu'il est jésuite, ce pape, tellement jésuite qu'il a pris le nom d'un franciscain. C'est-à-dire vraiment, les jésuites composent avec le pouvoir, ils sont toujours dans l'ombre, ils sont pas loin du roi, etc. Les franciscains, c'est la pureté, c'est la pauvreté. François d'Assise, c'est un héros. Et vous dites, non, choisis un nom de jésuite, t'es jésuite. Et là, il se comporte en jésuite. C'est-à-dire qu'il dit des choses, mais il n'en fait rien. Il peut très bien vendre tous les mois une œuvre d'art qui appartient au musée du Vatican, par exemple, il y en a des sublimes, et dire, on va construire, chaque mois qu'on aura vendu un Raphaël, un Bellini, un Titien, un Caravage, je ne sais pas, ce qu'il y a au Vatican, j'ai plus souvenir de ce que j'ai vu, jusqu'à Rouault, Georges Rouault. Eh bien, et puis on va créer des hôpitaux, des écoles, etc., qui mettent la main à la pâte. Il a un pouvoir politique, il n'a pas seulement un pouvoir spirituel. Donc il ouvre la totalité, il invite à ouvrir la totalité des presbytères en disant accueillons-les. C'est trop facile de dire accueillons-les en France et puis faites-vous le travail avec l'argent public, avec l'argent des gens modestes, avec l'argent des petites gens. Mais montrer l'expérience. Je pense que Jésus, c'est pas quelqu'un qui disait des choses et qui faisait le contraire. C'est quelqu'un dont la vie était philosophique.
c'est quelqu'un dont la vie était chrétienne. Je ne suis pas sûr qu'un pape ait vraiment une vie chrétienne. Il a la vie d'un chef d'État. Et puis, sur les questions, par exemple, de pédophilie, je ne suis pas sûr qu'ils aient été vraiment formidables, l'Église. Il y en a qui ont été très bien. Moi, j'ai la nostalgie de Benoît XVI, qui avait un souci civilisationnel. C'était quelqu'un qui, souvenez-vous du discours de Ratisbonne, qui a été extraordinaire, mais ça lui a valu une volée de bois vert sur la totalité de la planète. Je ne suis pas bien sûr que le fait qu'il ait quitté le Vatican, disant qu'il avait des problèmes de santé, auxquels il a survécu 10 ans, soit vraiment la vraie raison. Soit vraiment la bonne raison. Mais lui n'a pas de souci civilisationnel. Il a juste envie de détruire l'Europe, parce qu'il estime que c'est une espèce de Babylone qu'il faut ravager, qui est de toute façon déjà perdue. Et puis il donne des leçons, comme ça, dans l'avion, avec un micro qui lui est tendu. Et c'est un peu léger, cette façon de parler, je ne vais pas dire pour ne rien dire, mais de parler sans joindre le geste à la parole. Merci beaucoup Michel Onfray pour cette heure passée en votre compagnie. Ça passe très vite. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1.